Le monde à l'envers avec Metro Komarov. Cuba est une des plus belles îles du bassin caribéen, littéralement un endroit chic pour le repos. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour un touriste riche, mais il manque beaucoup de choses dont les gens ordinaires ont besoin. On continue à prendre connaissance avec un dernier lot du communisme sur la planète. Bonjour! Notre programme d'aujourd'hui. Un rétro-taxi pour aller à la boulangerie ou le Cuba comme un des plus grands musées des rares voitures anciennes. On se croirait en Amérique des années 30 avec des gangsters tout autour. On voit des voitures américaines chic des années 50 au lieu des petits bus-taxis à l'itinéraire fixé. Voici l'argent pour le trajet et des camions au lieu des bus. Ce vieux île soviétique sert de bus. Notre compatriote Zita Smolekova, une des chanteuses préférées de Fidel, va nous dévoiler quelques secrets du leader cubain. Je lui dis, « Commandante, je ne lèverai pas ma joue pour garder votre baiser. » Un vrai cheval va remplacer ce cheval de fer. Nous partons pour la fameuse vallée de Vignal. Des tabaculteurs nous montreront les plantations de meilleurs tabacs dans le monde. Winston Churchill préférait des cigares justement avec ce tabac. À la fin, on verra un reportage exclusif d'un repère interdit de sorciers et un rite secret de la religion afro-cubaine à laquelle on dit appartient Fidel Castro lui-même. On va aussi voir un sacrifice rituel. Ce sera intéressant, ne changez pas de chaîne. Le monde à l'envers avec Metro Komarov. Si vous demandez à un Cubain de nommer les symboles principaux de cette île de liberté, il dira immédiatement cigares, rhum et voitures anciennes. Le Cuba est un vrai musée de voitures de collection en plein air. Plus de 60 000 de voitures antiques roulent sur les rues des villes cubaines. Ce n'est qu'à la Havane que le parking ordinaire peut avoir cet aspect. Regardez ça. Bonjour. Quelle voiture avez-vous? Une Chevrolet. De quelle année? De 50 ans. Combien coûte un tour? 40 cooks. C'est cher, mais c'est un taxi d'élite. Quel est son prix aujourd'hui? De 25 à 30 000 $. C'est une voiture de rêve. Je vous envie. Avant la révolution de 1959, des autos anciens incarnaient une amitié proche avec les États-Unis. Maintenant, c'est le symbole d'un blocade économique. Avant les années 60 du siècle dernier, les États-Unis étaient l'exporteur principal des marchandises à Cuba. Cette île était l'endroit préféré de repos pour les gangsters et les riches, surtout de 1920 à 1933, la période de la prohibition en Amérique. Mais à Cuba, qui était tout à côté, on pouvait boire le meilleur rhum sans aucune restriction et pour quelques centimes. Après la Révolution, le nouveau régime avait prohibé l'importation des voitures. La plupart des voitures étrangères se datent d'avant 1959. Il est facile de se représenter comme un gangster américain. Voilà le célèbre hôtel national où Al Capone venait dans une voiture pareille. Votre nom, Seigneur? Carlos. C'est un Pontiac. De quelle année est-il? De 1953. Tout est authentique ici, même le moteur. Comment vous avez réussi à la garder? C'est la voiture de mon grand-père. Durant 40 ans, elle est restée au garage. Ma famille n'avait pas d'argent pour changer quelques pièces. D'où lui vient cette voiture? Son ancien patron la lui a laissée avant son départ en Amérique. Carlos est si fier de sa voiture qu'il décide de s'arrêter pour me montrer comment on peut sauver les passagers du Pontiac de la pluie tropique. C'est tout. Il ne pleut plus sur votre tête. Super. Je rêve de rouler sur une telle voiture. Bienvenue. Vas-y. Les rêves se réalisent, mes amis. Je démarre sur un Pontiac de mafiosi.
Quel son grave de baryton! C'est le son de 1953. Alors, on y va! Magnifique! Je suis au 7e ciel. Il est difficile de conduire sans la direction assistée hydraulique. Un vrai paradis pour le touriste qui adore des rares voitures. On y trouve de tout, une Chevrolet, une Rolls-Royce ou Dodge. Le compteur authentique. Le volant est ce luxueux système de radio américain des années 50. La plupart de ces voitures sont très musicales. Si on est venu tout voir, il faut l'exploiter à plein. Après la querelle avec les États-Unis, le Cuba est devenu l'ami de l'URSS. Encore un pays rouge est apparu sur la carte du monde et une nouvelle république en URSS. Fidel Castro y allait souvent. Il s'est lié d'amitié avec les dirigeants soviétiques. Il allait à la chasse, menait des batailles de boules de neige, faisait du ski avec Khrouchtchev, buvait du vin avec les Kolkhoziens d'Abkhazie. Il est devenu même le héros de l'URSS. Pour beaucoup de Soviétiques, Castro était un idole. On chantait des chansons consacrées à Cuba. Cuba est mon amour. Le gouvernement soviétique y fournissait absolument tout en commençant par les carottes et les pommes de terre et terminant par des machines agricoles et des autos. Après la ruine de l'URSS, c'était une période spéciale sur l'île qui manquait de vivre. On n'importait plus de voitures. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les problèmes de déplacement. Le transport public n'existe pas pratiquement à Cuba. Dans de petites villes, les habitants se servent de vélos et de chevaux. On a acheté des bus chinois pour les touristes et la population prend des camions. Des camions jouent le rôle de bus et de minibus. Les gens montent sur des îles, Kras et Kamas soviétiques ou des remorqueuses américaines. Auparavant, on y transportait des marchandises ou du bétail, maintenant des gens assis sur des bancs. Le voyage coûte un peso seulement. Le vieux île fait du bruit. Il paraît qu'il va se briser pendant le mouvement. Et c'est impossible de trouver des pièces de rechange. La voiture est rongée par la rouille. Rien à faire. Notre voyage est confortable car il y a des fenêtres ici. D'habitude, la carrosserie qui est complètement en métal devient chaude comme une poêle. Il n'y a que de petites fentes pour l'aération. Franchement, c'est une boîte de sardines sur des roues. À part la Havane, on a le même transport dans tout le pays. Muchas gracias. Ce vieux île soviétique sert de bus. Pour résoudre le problème de transport, les conducteurs de voitures publiques sont obligés par la loi de prendre les compagnons de route sans frais. En même temps, c'est un avantage pour les propriétaires de rétro Cadillac qui les ont transformés en taxis. Aller à la boulangerie dans une voiture de collection n'est réel qu'à Cuba. Je vous en prie, madame. En fait, ce n'est pas le tournage d'un film. Si on ferme et rouvre les yeux en s'imaginant tout autour en blanc et noir, on peut s'imaginer de se retrouver en Amérique des années 30. Mais c'est le Cuba, en 2015. Donc, au minibus cubain Almendron, l'intérieur n'est qu'en du bois et du cuir. La business class des années 50. Comment vous appelez-vous? Donny. Moi, je m'appelle Dmitro. Enchanté. Parlez-nous de votre voiture. C'est une Chevrolet américaine de 1950. Il me vient de mon grand-père. Il s'est bien conservé? J'ai dû le réparer un peu et il roule. On ne trouve pas de pièces américaines à Cuba. C'est pourquoi on bricole des pièces nécessaires avec celles de Jiguli ou Moskvich. Parfois, dans les voitures authentiques, il ne reste que la carrosserie, le volant et le tableau de bord. On dit que beaucoup sont ceux qui installent le moteur diesel du tracteur soviétique sur les voitures américaines. C'est vrai. Moi aussi, j'ai un moteur du tracteur. J'ai entendu dire qu'on trouve le carburant pas cher pour voitures diesel. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai.
À Cuba, on distingue le carburant diesel blanc et noir. Le carburant blanc est vendu à chaque station d'essence pour un prix énorme pour les Cubains. Le carburant noir, c'est l'huile solaire volée par les ouvriers des entreprises de transport public. La plupart des rétrovoitures sont remplies de ce carburant illégal. Mais les passagers ne sentent pas la différence. Je vous dirais qu'on ne peut pas comparer vos petits taxis à l'itinéraire fixé avec les nôtres. Chez vous, on voyage avec plaisir, tandis qu'en Ukraine, on doit se tenir en n'importe quoi, on marche sur vos pieds, on vous engueule. Vous êtes de La Havane? Elle est cubaine, je suis italien. Pourquoi il y a tant d'Italiens ici, en plus propriétaires des habitations? Les jeunes filles sont les meilleures ici. Chicas. Chicas. L'unique réponse possible. Chicas. Les Italiens adorent des Cubaines. Le propriétaire d'une voiture taxi gagne à peu près 3 $ en une tournée. En une journée de travail, il peut gagner le salaire mensuel moyen. Le voyage en voiture taxi est moins cher, mais pas pour tout le monde. Ceux qui prennent les almendrons ne vivent pas pour 20 $ par mois, c'est sûr. Ils travaillent dans des compagnies internationales au fond du business et attendent des changements. On aimerait voir des autos et des bus modernes dans nos rues. Celles-ci peuvent rester aussi pour l'ambiance. Il n'y a pas longtemps, les pouvoirs ont enlevé l'interdiction d'importation de voitures. Toutefois, vu les conditions d'achat, on peut affirmer que l'interdiction reste en vigueur. Un Audi A4 ayant 15 ans coûte 45 000 $. Un SUV Suzuki Vitara déjà usé 70 000. Pour le nouveau SUV Peugeot, on doit donner 250 000 $. Quand on gagne 20 $ par mois, ça paraît ridicule et désobligeant. Donc, des Cubains préfèrent garder leur vieille voiture. On me proposait 35 000 pour la mienne. Je ne la vendrai pas car je gagne pas mal grâce à elle. Quelle est la voiture la plus accessible à La Havane? Moskvitch ou Jiguli? Combien coûte le plus vieux Moskvitch? 20 ans, 40 par exemple? 7 ou 8 000. Oh, chez nous, personne ne donnerait même 500 $ pour lui. Et le Jiguli? De 13 à 14 000. Incroyable, Jiguli des années 60 coûte de 13 à 14 000. Alors pour le 7e modèle, on devrait demander 20 000. Pas moins de 18. Si la voiture est en bon état, ça fait 20. Rien à faire, la voiture chinoise Geely au salon coûte 35 000. On se moque de nous. Durant la période soviétique, on a emporté à Cuba plus de 130 000 voitures. Les 7 modèles de Jiguli sont les plus populaires de nos jours. On trouve d'autres voitures soviétiques aussi. Regardez, nous avons trouvé la limousine luxueuse Tchaïka que le chef communiste Léonid Brejnev avait offert à Fidel Castro. Dans notre prochain programme, nous allons faire un tour avec cette voiture exclusive de collection qui avait sauvé la vie à son propriétaire lors d'un attentat. Difficile à imaginer, mais il y avait 638 attentats à la vie du leader cubain, toujours sans succès. Il est vivant, Dieu merci. Il est malade, à 80, presque 90 ans. Même Chavez, son grand ami, est mort. Castro vit toujours. C'est Zita Smolakova, une des chanteuses préférées de Fidel, qui connaît beaucoup sur la vie du leader. Zita Calderari, le Cuba. Elle a apporté les félicitations de la part de Fidel Castro. Il y avait 3 attentats très sérieux et dangereux à sa vie. Oui, il y avait des attentats qui auraient pu être réussis, oui. Une fois, c'était dans un bar où le barman était payé pour mettre du poison, mais ne l'avait pas fait pour une raison quelconque. Oui, la deuxième tentative, le photographe de son escorte avait une cartouche dans sa caméra, mais c'était raté. La troisième fois, un tireur l'avait visé, mais quelque chose mystique avait passé. Il a failli perdre la boule. Voici son explication. Je vois Fidel, je le vise, mais dans mon crâne de mire, je vois un chien. Je le regarde de nouveau, le vise, mais je vois un chat, et je n'ai pas pu tirer. La sécurité était venue.
On l'a expliqué par sa pratique de Santeria, Palomonte, toutes ces religions africaines et ses capacités magiques. Oui, c'est vrai. Santeria et Palomonte sont des cultes religieux d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir des scènes uniques de sacrifices dans le rite secret de la religion afro-cubaine. On dit que Fidel Castro l'a professé lui-même et lui a sauvé la vie plusieurs fois. Les Cubains auxquels nous avons parlé disent de ne pas savoir si vraiment il est vivant. Peut-être que cette information est dissimulée. Non, il est encore vivant. S'il était mort, on l'aurait su. On entend régulièrement des annonces du mort de Castro, mais chaque fois, il fait son apparition au public. Cette année, de nouveau, il y a eu de telles rumeurs. Les Cubains chuchotent que l'élite politique de l'île de la Liberté attend le moment opportun pour annoncer au peuple une nouvelle choquante. En attendant, on construit activement le mausolée dans la ville de Santiago de Cuba. Mais à la suite de telles annonces, la famille a publié des photos sur lesquelles l'homme légende était en train de discuter des perspectives de l'amitié entre le Cuba et les États-Unis avec le leader du mouvement estudiantin. Mais beaucoup de gens n'y croient pas, car Castro en personne n'est jamais apparu devant le peuple. Zita ne croit pas à la mort du leader cubain, qu'elle estime d'être un homme particulier. Elle est venue à Cuba il y a 30 ans. À l'époque, beaucoup d'étudiants cubains sont revenus de l'URSS avec les diplômes et leurs femmes. Zita était la chanteuse et la directrice du choral Slavutich. Son talent a été hautement apprécié au Grand Théâtre de La Havane. Elle est devenue la star de la scène principale du pays et a plu tout de suite à Castro. En 1989, il m'avait caressé les cheveux. Quand vous a-t-il caressé les cheveux? En 1989. Racontez-nous, s'il vous plaît. On nous a invités au Théâtre National. Castro aussi a été invité. Il a tellement aimé le spectacle qu'on nous a proposé de dîner. Il y avait le buffet scandinave, on avait l'embarras du choix, des langoustes, des porcelets. J'ai pris 1 ou 2 grains de raisin aussi grands. Je les ai mis dans la bouche et à ce moment, la porte s'ouvre et je vois Castro s'approcher vers moi. Je me lève de ma chaise sur mes talons avec les raisins dans la bouche. Il s'approche. « Comment estás ?» et me caresse les cheveux. J'aurais aimé de dire « Je suis bien », mais je ne pouvais pas. Tout le monde gloussait. Je ne pouvais émettre aucun son. J'avais vu Fidel. Plus tard, je l'ai vu quand je chantais pour lui avec le groupe Danse Cuba. Il me regardait assis devant moi. Après ces 2 rencontres, il venait régulièrement au concert. Peut-on dire que vous étiez une de ses chanteuses préférées? Il paraît que c'est possible. On le peut en tout cas. De toute façon, il aimait regarder les jeunes filles. Comment était-il dans la vie? Grand, imposant, très sûr de lui. Une fois après le concert au palais de congrès, il a embrassé toutes les jeunes filles. Je lui ai dit, « Commandante, je ne lèverai plus ma joue pour garder le souvenir de votre baiser. » Il m'a regardé. Que pensez-vous de lui? Je pense que c'est un génie. Un grand leader. Un homme très intelligent. Dans quelle langue avez-vous principalement chanté ici? Dans l'opéra à La Havane, en italien et en espagnol. S'il y avait des festivals, j'ai chanté des chansons ukrainiennes traduites en espagnol. En mi camisa, en mi corazón, yo llevo su pasión, yo llevo su ardor, los 2 colores llenan mi razón, el rojo del amor, el negro del dolor. 2 colores, les 2 couleurs, les 2 couleurs, mes 2 couleurs. Peut-être Chervona Ruta? Tu hermosura es el alma pura, la que ya apresura más y más. Magnifique. C'est très proche du texte. C'est quelque chose de voyager à La Havane et écouter Chervona Ruta en espagnol. Mes villes natales sont La Havane, Kiev et Kremenchuk.
Zita demande au chauffeur de nous emmener au centre vers le Capitole et son cher opéra. C'est ici que j'ai travaillé. C'est le Grand Théâtre de La Havane. Il est construit par les Espagnols. Combien d'années y avez-vous travaillé? Durant 10 ans. Comme en Ukraine, de 1975 à 1985, j'ai obtenu le diplôme de la faculté du folklore de l'Institut de culture de Kornichuk, la première promotion. L'Institut de culture à Kiev, c'est ça? Oui, du nom de Kornichuk. Aujourd'hui, c'est l'Institut de Poplavski. Oh, on le nomme comme ça. Il était d'une année plus jeune que moi à la faculté des activités culturelles et éducatives. Il était syndicaliste. Salut, Mikhail Poplavski, je suis Zita Smolakova, l'étudiante de l'Institut de culture. Le monde est petit quand même, c'est vrai. Malgré sa carrière brillante, sa popularité et la sympathie de Castro, une fois à la retraite, Zita vit comme une simple cubaine, dans un petit appartement à 2 pièces avec une cuisine de 3 mètres carrés. Seuls les posters et les photos sur les murs rappellent que c'est le domicile d'une star. Mais Zita fait tout pour rester en forme. Je fais de la yoga ici, des retirements, des exercices. Zita a du sang gitan, pakistanais, italien et hongrois. Mais la chanteuse s'estime d'être la vraie Ukrainienne, tant d'après le passeport que par son esprit. J'ai aussi ma Bible. Voici. Taras Grigorovitch Shevchenko, comme ça? Oui, c'est ma Bible. Je prononce ces mots et ça me donne la chair de poule. Vous êtes réellement une patriote. Je l'adore. Quand ça ne va pas et je commence à me plaindre, je relis sa vie et sa poésie. Mon pays bien-aimé, mon Ukraine. Pourquoi on veut te ruiner? Pourquoi, ma chérie, tu es en train de périr? À la retraite, quand le tour et les concerts étaient restés dans le passé, Zita a réellement senti ce que c'est que d'être une simple femme recevant de la nourriture d'après les cartes de ration et avoir des problèmes avec l'achat de rares produits. Voici le café de ration avec du chicharo. Chicharo veut dire petit pois. Comme en russe, avec de l'orge et du gland. Ce café est fabriqué de petits pois brûlés. Ça sent bizarrement, justement comme ce sont de petits pois brûlés. On l'appelle « hola », ce qui veut dire « salut ». Combien coûte ce petit paquet de 115 grammes d'après la carte? 4 pesos cubains. Combien de paquets pouvez-vous recevoir pour un mois? Un seul. On le met ici. La portion doit être précise. Que le Dieu vous garde de ne pas laisser tomber. C'est précieux. Certains vieillards boivent ce café pour ne pas avoir faim. Voici mon briquet militaire. Vous n'avez jamais vu ça qu'à Cuba. La nécessité est la mère de l'invention. On allume ici le courant. Ça fait 110. On prend un stylo. On y insère une barre de fer. C'est très habile, bien sûr. On le prend avec beaucoup de précautions. C'est fait maison. Qui a inventé tout ça? Des Cubains. Si je le touche, je reçois un choc? Bien sûr, mais pas si fort qu'avec 220 volts, bien que suffisant. Vous auriez pu même crier. Grosso modo, on met la barre de fer dans la prise, c'est pour expliquer dans un langage simple. C'est pas grave que 110 volts, ça ne va pas tuer. Est-ce que le système des cartes aide à survivre? Il aide à réfléchir quoi faire. On a eu beaucoup de choses avec les cartes auparavant. Maintenant que du riz, haricots rouges, du sucre noir, comme ça, et du sucre blanc, on peut plus. Et de l'huile de tournesol. Combien? Comme ça. Pour un mois. Et en ce qui concerne la viande et le poisson, on a vu un peu du poisson au début de l'année. À présent, c'est de nouveau du poulet. Nous n'avons pas de poisson. Je n'arrive pas à comprendre comment avoir des problèmes avec du poisson à Cuba. Moi non plus.
On estime que le poisson est un produit cher. Pourquoi? Aucune idée. Ils pleurent et prient le Dieu sans ménager leurs larmes. On n'arrive pas à attraper le croco ni faire pousser le cocotier. Cha-cha-cha. C'était une chanson de Cuba. Maintenant, c'est un peu mieux. Il y a au moins un marché. Mais on ne voit pas de poulets domestiques ni des œufs. Les Cubains ne peuvent que rêver du lait et de la viande domestique. Il y a peu de vaches à Cuba. Elles sont une propriété socialiste. Si on tue une vache, on est emprisonné pour 8 ou 10 ans. Si on tue quelqu'un, on peut même être libéré. La viande de bœuf fraîche est destinée aux étrangers. Les Cubains reçoivent un mix pareil à la viande hachée. Regardez ça. C'est de la viande hachée? Il y a des gens qui ne la mangent pas car ils tombent malades. Ce sont des côtelettes. Vous pouvez sentir du soja là-dedans. Alors, j'ai ajouté du poivre moulu. On sent qu'elles sont fabriquées avec du pain. J'ai ajouté du pain. S'il n'y a que du soja, c'est pas bon pour les intestins. Même les chats n'en veulent pas. Parfois, le gouvernement permet au peuple de goûter le produit le plus délicat des mers et donne les restes d'homard à la carte. On vend leurs moustaches et pattes. Regardez. De simples Cubains ont le droit de manger des langoustes. 60 pesos un kilo. Il est difficile de casser ces pattes. Elles sont si minces. Ce sont des tentacules. Voici une pince, un bout de pince. Au goût, c'est du homard. Bien sûr. Telle est la dure réalité. Les touristes mangent des homards et les Cubains tout ce qui est jeté. C'est pourquoi on préfère de préparer des plats en liquide. Voici mon borscht. C'est ukrainien avec des nuances tropiques. Je n'ai pas de pommes de terre. Ça sent bon. Alors, j'ai ajouté du yucca. Voici. Le yucca rappelle les pommes de terre? Oui, les Indiens en fabriquent même du pain. Il y a encore un ingrédient, vous savez? S'il vous plaît, ça suffit. J'ai ajouté des plantains, des bananes, des légumes, faute des pommes de terre. Elles sont vertes, n'est-ce pas? Oui, mais cuites, elles deviennent comme des pommes de terre. J'ai goûté beaucoup de plats, mais le borscht avec des bananes, jamais. Il vaut mieux goûter une fois. Voici notre pain, distribué avec la carte. Ça sent bon. Oui, il est un peu sucré. Un très bon pain blanc. Oui, très bon. Je regarde ce borscht et comprends qu'il lui manque de la crème aigre. On ne peut que rêver de ce délice. On n'en a pas. Du lait non plus. Vous avez 2 grands supermarchés à La Havane, très chers. On y trouve du fromage français, des produits européens, des conserves exotiques et des pâtés pour 10 $ la petite boîte. On ne fournit pas la crème aigre dans des magasins d'élite. Auparavant, on la fournissait, mais ça coûte la peau des fesses. Pour qui sont alors ces magasins? Pour des étrangers. J'aimerais vous offrir du babeur. Je vous en prie, soja, babeur, yaourt. Avec la carte, ça coûte 3 fois rien. On le donne principalement aux enfants à partir de 7 ans, quand on les prive du lait. Cela rappelle la crème glacée non sucrée de la bouillie, en quelque sorte. Il y a des cerises, je suppose. En tout cas, quelque chose d'affiné. C'est du soja. Du soja affiné avec de l'eau et du colorant. C'est pas mal quand même. De simples Cubains n'ont qu'un maigre choix de provisions pour survivre en briquet fait à la main. Ils doivent économiser sur tout. La vie de retraités est encore pire. En moyenne, ils ont 10 $ à peu près. Mais Zita a de la chance pour arrondir ses fins de mois. Elle chante dans des restaurants, celui-là est italien. La chanteuse favorite de Fidel gagne 10 $ pour un concert maintenant. Une énorme somme pour le Cuba, la moitié du salaire mensuel. Pas de chance sans un verre. Vous avez raison. Un peu de quelque chose, s'il vous plaît. À la santé, l'argent et l'amour. On attaque, les gars. Oye la canción, te quiero.
gracias. Muchas gracias. Grâce à cette possibilité, Zita vit mieux par comparaison à d'autres citoyens. Elle peut inviter ses hôtes à son restaurant soviétique préféré. Salut. Salut. Nazdarovie. Nazdarovie. Quel est votre nom? Je suis Andrei Gomez-Sakharov. Les posters socialistes, les portraits de Lénine, des livres anciens, la vaisselle, il y a beaucoup de choses qui, à la vie des Cubains, manquent aux ressortissants de luxe. Les propriétaires du restaurant sont d'origine ukrainienne. Je suis fidèle, je suis ukrainien. Vraiment? Je suis né à Kharkiv. À Kharkiv, racontez-nous votre histoire. Mon père faisait ses études là-bas. Avez-vous visité d'autres villes en Ukraine? Lviv et Kiev. S'il y a beaucoup de propositions de chanter, Zita organise un banquet pour elle-même et commande des plats préférés. Si l'Ukraine me manque beaucoup, je commande la côtelette à la kievienne. Les plats du menu sont bien connus à chacun de nous. Vareniki, rôti de porc, choux roulés, poivrons farcis et du borsch avec des petits pains pampushka. Zita commande des légumes marinés, la salade russe, pelmeni avec du mouton haché et encore quelque chose. Je vois que vous avez commandé du jus de tomate. Oui, c'est très rare ici. Ce jus de tomate est avec des fruits de mer. Mes chers amis, c'est du jus de tomate dans une canne de soda ou de bière avec du sel, de la glace et des huîtres. Il semble que c'est le même jus de tomate. On ne sent pas des huîtres. Nazdarovie. Une particularité de ce restaurant est la possibilité de trouver un produit qui n'existe nulle part dans le pays de la crème aigre. Ils ont leur propre crémeuse, achètent du lait chez des gens, tenez, et fabriquent de la crème aigre eux-mêmes. L'heure du dîner copieux, Zita se souvient de sa jeunesse, puis tout à coup commence à chanter gratuitement pour son propre plaisir. Chantons qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Qui sont nos ancêtres, qui a raison et qui a tort? Merci bien, c'était très émouvant. Comme votre patron historiquement est aussi ukrainien, nous voulons vous offrir ce drapeau. Oh, je vous remercie. Do побачення. Au revoir. La vallée de Vinal, le plus bel endroit à Cuba, nous attend. Nous allons cultiver le meilleur tabac dans le monde. Cette province s'appelle le Triangle d'or du tabac. Nous allons montrer exclusivement des rites horrifiants de la religion afro-cubaine pratiquée par des Cubains. On dit que cette religion a sauvé Fidel Castro lors des centaines d'attentats à sa vie. Restez avec nous. Le plus intéressant est à voir. Bon dia. Ayo, chupa-chupa. Chers amis, nous sommes dans une province connue dans le monde entier, Pinar del Rio, dans la ville Vinales. On y cultive les plus chères et délicieuses marques de tabac d'élite. Comme des rétro-voitures ne peuvent pas y passer, des chevaux sont le principal moyen de transport. Ayo, chupa-chupa. Le meilleur tabac est cultivé dans la plus belle province de Cuba. Regardez ces paysages. Les formations rocheuses sont nommées Mogot et rappellent les scènes du film Avatar. Buenos días. Oh, merci. Sur toutes ces plantations pousse le tabac duquel on fabrique des cigares que Castro avait aimés avant de cesser de fumer. Winston Churchill aussi préférait des cigares de ce tabac.
80% du tabac le plus cher dans le monde est cultivé sur l'île de la Liberté, mais pas sur les grandes plantations. Ce sont des petits ménages qui s'en occupent. Quand Castro est venu au pouvoir, pratiquement toutes les branches de l'agriculture ont été nationalisées, sauf les champs de tabac. En tant qu'un gourmand de cigares, Castro comprenait que le gouvernement ne pourrait pas consacrer tant de dévotion à cette culture si délicate que le fermier. Buenos días, señor. Raúl Blanca est un star de la vallée Viñales. Il cultive le tabac depuis 50 ans. Avec un tel homme, il faut observer les droits de l'étiquette cubaine. Maintenant, nous allons vous montrer une autre tradition cubaine. Il est qu'ici, sans rhum, on ne bouge pas. On le porte sous la ceinture. C'est un cadeau pour vous. Du rhum cubain. Alors, vous allez me révéler un secret aujourd'hui. C'est le matin d'une journée habituelle à Cuba. Il est 8h25, une plantation de tabac. Tout d'abord, au Dieu. Donc, un tout petit peu à Dieu, c'est ça? Juste une gorgée, une goutte. Autrement, on serait offusqué. Yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Merci. Vous allez m'expliquer tous les secrets de la production du tabac, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Bien sûr. Je suis en train de cueillir des bourgeons sur des buissons de tabac. Viens m'aider. Les champs de Don Raoul sont exemplaires. On ne peut pas faire autrement. Le pouvoir contrôle sévèrement la production de ce produit d'export principal. Les fermiers ne peuvent planter que des grains donnés par des sélectionneurs scientifiques. Il existe des standards même pour la largeur du champ et des tranchées. Regarde les bourgeons qui poussent sur des buissons. Il faut les enlever pour qu'ils ne prennent pas la sève des feuilles. C'est comme ça. Il faut le faire avec les doigts, pas de couteau ou de ciseaux pour n'endommager pas les feuilles. C'est pourquoi les tabaculteurs ne coupent pas les ongles durant la saison de culture ou de liquidation de bourgeons. Quand les buissons ont 50 cm, il faut enlever des feuilles inférieures. Il est important que les feuilles ne se touchent pas. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce possible? Vous avez une plantation si magnifique et vous ne fumez pas? J'ai le vertige si je fume. Avant l'arrivée de Colomb, seulement des Indiens fumaient les feuilles de tabac roulées en tube. Les matelots espagnols ont apporté du tabac cubain en Europe et ont mis le vieux monde sur la nicotine. Il n'y a plus d'Indiens à Cuba, mais cette île continue à donner du feu au monde entier. On dit que le tabac est une plante très délicate. Il ne suffit pas de le planter et attendre la récolte comme avec les autres plantes. On doit y venir chaque jour et bosser. C'est ça. Nous sommes toujours ici. On doit d'herber, planter, emporter des arbres, liquider des bourgeons, arroser, tout ça à la main. Maintenant, on doit couper les feuilles inférieures pour que les feuilles supérieures soient de très bonne qualité. Le secret des cigares cubains s'explique non seulement par les marques uniques de tabac, mais aussi par le terroir particulier. À la manière des vignerons français, des tabaculteurs appellent comme ça l'ensemble des caractéristiques du sol et du climat. L'humidité à peu près 80%, température moyenne annuelle de 25 degrés, mais la composition propre du sol est la plus importante. Tout cela assure un résultat brillant et la Provence s'appelle le triangle d'or du tabac. Le microclimat spécifique de cette région est créé grâce à ces rochers pittoresques qui la protègent contre le vent. Dans d'autres provinces avec des caractéristiques moins favorables, on doit planter des arbres et des buissons autour du périmètre des plantations. Buenos días, señor. Oh, quel cadeau inattendu. Ça coûte à peu près $50 en Ukraine. Comment vous appelez-vous? Raoul, c'est mon fils. Vous avez le même nom. C'est en honneur de Castro? Non, c'est la tradition familiale. Ici, on donne souvent le nom de père à son fils.
Raoul Junior travaille à la plantation de son enfance. Dans la vallée Vinal, il existe des clans de tabaculteurs sans l'admission des étrangers. Les tabaculteurs vivent comme des rois par comparaison avec d'autres Cubains. Ils ne doivent pas survivre pour 20 $ par mois. Leur business est légal, mais ils ne sont complètement indépendants. Le fermier est obligé de vendre 90% de sa production à l'État pour un prix fixe. À propos, est-ce qu'un simple mortel peut être employé par vous? Nous nous débrouillons nous-mêmes avec les fils. J'ai entendu dire que des esclaves africains amenés à Cuba par des Espagnols pouvaient faire n'importe quoi, sauf travailler sur des plantations de tabac. Cela n'est permis qu'aux Cubains. Personne n'est capable de le cultiver. C'est pas par hasard qu'on dit que pour cultiver du tabac, il faut l'épouser. Les Blancos ont quelques plantations. Chaque année, ils plantent 62 000 buissons dont ils récoltent près de 2 tonnes de feuilles de tabac. On peut rouler des cigares après un rituel spécial de séchage. On nous a proposé d'y assister. C'est comme ça, on s'arrête à mi-chemin, on fait une pause, on boit et on continue son chemin. Oh, Cuba, 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 Cuba. Cuba libre, Cuba libre. Le Cuba libre, l'île de la liberté. Tenez, vous avez dû vous entraîner. Vous buvez du rhum sans vous enivrer. Le rhum est dans notre sang. Faites attention, les champs de tabac s'étendent à perte de vue. Une autre particularité de cette région défend d'utiliser la technique, par exemple des tracteurs, pour ne pas nuire aux plantes avec des produits chimiques et des gaz d'échappement nocifs. Cet hangar, mes amis, est appelé la maison de séchage ou la maison de tabac. Voici des feux ayant un arôme distinctif très intéressant. Il y règne une humidité et un microclimat particulier. On peut le sentir. Le plancher dans cette maisonnette est couvert de sable contre une humidité excessive. Le processus semble simple, mais chaque détail est important. Les feuilles doivent être enfilées sur un fil et suspendues. On fait une brochette de feuilles. Puis-je essayer? Bien sûr, mettez-les face à face. Il faut percer la veine centrale pour que la feuille ne tombe pas. Comme ça. Si la feuille est séchée incorrectement, elle sera fragile et va s'effondrer dans les mains. Mais si on observe toutes les règles, le tabac devient élastique ayant la couleur saturée et le parfum célèbre. À propos, c'est justement cette manière de séchage donne le plus cher tabac élite qui est utilisé pour la fabrication des cigares fantastiquement chers. Un bon cigare symbolise une vie très bonne et même luxueuse. Par exemple, si on regarde un site ordinaire britannique, pour des cigares, on voit qu'une boîte de Partaga coûte 1 634 $. Et pour une boîte de cigares Cohiba, qui était préférée par Fidel Castro, il faut donner plus de 2 000 $. Les gourmands des cigares n'ont jamais épargné l'argent pour leur plaisir préféré. Sigmund Freud, Winston Churchill, John Kennedy et Ronald Reagan achetaient toujours des cigares en réserve. Aujourd'hui, le budget d'État de Cuba est complété par Pierce Brosnan, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone et Angelina Jolie qui achètent régulièrement des cigares. Ils préfèrent les meilleurs cigares fabriqués du tabac séchés dans de telles remises. Ces feuilles sont séchées sous le toit durant 3 mois. Qu'en faites-vous après le séchage? Nous les vendons à l'État. Nous n'avons que 10% de la récolte. Est-ce que vous pouvez disposer de vos 10%? On n'a pas le droit de le vendre. Ça reste pour la famille. Il en reste si peu qu'on n'a pas quoi vendre. Nous fumons pratiquement tout. N'avez-vous pas peur que dans 2 ou 3 générations, les enfants de vos petits-enfants puissent dire « Je ne veux plus cultiver ce tabac. Je préfère vivre à La Havane, travailler dans un bureau et conduire une voiture au lieu de monter à cheval. » Comment puis-je savoir ce qui adviendra dans 2 générations? Encore quelques années, je devrais m'en aller. Où justement? D'accord, peut-être je resterai un moment.
Je vous propose de boire à votre longue vie, car il n'en reste pas beaucoup dans la bouteille. Vous l'avez bu durant la moitié de la journée. Voilà une proposition d'affaires. À votre santé, parce que vous ne fumez pas. Hurrah! Oh, c'est cubain! Oh, c'est cubain! Après avoir bu une bouteille de rhum, les fermiers nous invitent chez eux. Bien que d'après les standards cubains, la famille des tabaculteurs gagne pas mal, ils vivent modestement. Ils sont satisfaits avec une petite maison en bois et une annexe. La belle-fille de Raoul nous souhaite le bienvenu. Bonjour, señorita, quel est votre nom? Jeannette. Enchanté de faire votre connaissance, Jeannette. Je m'appelle Dmitro. Voudriez-vous un café? Avec plaisir. Un café avec un cigare. Puis-je voir votre cuisine? Bien sûr, je vous en prie. Je vois que vous avez un fourneau électrique. Encore un fourneau électrique, le blender. On dit qu'il y a des problèmes avec l'électricité à Cuba comme c'est très cher. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, mais nous pouvons nous le permettre. Nous avons une tradition pas modeste dans notre programme. Pendant la visite chez quelqu'un, nous demandons la permission de jeter un coup d'œil dans le frigo. Est-ce possible? Oui. Il est toujours intéressant de voir ce que les gens y gardent. Vous avez des œufs, des saucissons, du lait, des champignons, beaucoup de fruits et de légumes. Nous avons lu que la vie à Cuba est difficile, que les gens n'ont rien à manger, mais vous avez de tout. Les tabaculteurs n'ont pas de problème. Nous avons de la chance de vivre aisément, pas comme les autres. Fais déjà le café. Le meilleur café est à Cuba. Quel odorat! Comme en Éthiopie, patrie du café. Super. Nous l'avons cultivé nous-mêmes. Nous avons une plantation de café. Tandis que le café est en train de se préparer, les autres montrent leur maison. Je vois que vous avez un éco-toit fait de feuilles de palmier. On sent tout de suite son effet positif. Dehors, il fait une chaleur insupportable, mais ici, c'est frais, comme s'il y avait de l'air conditionné. Oui, on sent la fraîcheur. C'est la chambre des enfants. C'est votre salle de bain. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous avez le drapeau américain dans un endroit le plus voyant de la maison? C'est une serviette. On nous l'a offerte. Vous savez, cette année est très significative pour le Cuba. On a renouvelé les relations commerciales et économiques avec les États-Unis pour la première fois depuis plus de 60 ans. Beaucoup de gens espèrent que maintenant la vie va être différente, plus moderne, et le Cuba perdra ses particularités. Vous y croyez? Bien sûr. Moi aussi, j'y crois. J'espère qu'on ne vivra plus le blocage économique. C'est très mal que d'être isolé du monde entier. Nous ne savons non plus ce qu'on peut attendre de ces changements, pourvu que cela n'empire pas. On veut voir le Cuba prospérer. Si on revient au mythe, on peut lire à l'Internet qu'à Cuba, on gagne 20 cooks par mois et on vit avec. Les frigos sont vides, les gens ont faim, mais la visite chez vous a discrédité ce mythe. Vous avez une belle maison, une famille, la vie assez aisée, le frigo plein. Nous sommes des tabaculteurs, notre vie est différente, on a de la chance. Je dirais que celui qui bosse a tout ce qu'il faut, mais les paresseux préfèrent se plaindre. Ça suffit, il est temps de prendre le café. Les Cubains n'aiment pas parler des problèmes du pays, ils évitent de telles conversations. Sur l'île de la Liberté, il y a des problèmes avec la liberté d'expression et personne ne veut pas se soumettre au risque. Surtout à côté d'un étranger avec une caméra, il vaut mieux parler des cigares. Muchas gracias. Je ne fume pas, mais ici, je voudrais quand même essayer ce cigare. Comment faire correctement? Fumer. Fumer, c'est très mauvais et nocif. Le monde à l'envers est contre. Mais dans cet endroit, nous ne pouvons pas nous refuser ce plaisir et de ne pas l'essayer.
En tant que non-fumeur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces cigares sont tellement chers. Ils sont fabriqués du meilleur tabac qui a poussé sur le meilleur sol dans le monde entier. La famille Blanco peut parler de ces cigares pendant des heures. Après tout, le bien-être de leur pays dépend de ce produit, un des rares produits qui sont vendus à des prix fabuleux. Mais vous vivez comme des millionnaires. Mais je te dis qu'on est riche. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Les plantations du tabac et du café, le rhum pas cher et le soleil. Votre vie est une fête. Et si une jolie mulâtre débarque, c'est le bonheur. Vous trouverez une belle pour moi aussi? On va trouver les meilleures. Une pour toi, l'autre pour moi. Et pour moi aussi. Je suis toujours en forme. J'ai même refusé de fumer comme Fidel. Quand Fidel fumait, que disait-il à propos de ce tabac? Il a dit que c'était le meilleur tabac dans la province Vignale. Il est très intelligent. Nous tous disons qu'il est le cerveau du monde. Merci beaucoup. Je souhaite que votre maison soit toujours pleine d'abondance, de bonheur, de cigares et de mulâtres. À venir maintenant, les images uniques du rite sanglant Palo Monte, de la religion afro-cubaine qui, selon la rumeur, est professée par Fidel Castro lui-même. Restez à l'écoute. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Le nom du leader cubain est souvent lié avec la magie. Comment autrement expliquer l'insuccès de centaines d'attentats à sa vie organisés par des profs de services spéciaux ou de mafia? Dans un murmure très prudemment, des Cubains partagent des rumeurs que la grand-mère du futur révolutionnaire professait un culte de la sorcellerie et pour le protéger des maladies constantes, sa mère l'amenait chez des chamans pour demander une protection. Plus tard, Fidel serait devenu un adepte du mystérieux culte. Nous sommes au sud-ouest de Cuba, à Santiago de Cuba, une ancienne capitale du pays. Nous avons réussi à trouver un homme qui a accepté de nous amener dans un repère secret de sorcellerie sous peine de prison et même de mort. Le chaman se prépare au rite dans le sous-sol d'une maison ordinaire. Il lave le coq et le pigeon et tire sur un cigare cubain. Du XVIe au XIXe siècle, les Espagnols avaient amené à Cuba près d'1 million d'esclaves d'Afrique, dont beaucoup avaient professé le culte religieux Palo Monte. La foi africaine mêlée aux cultes indiens et les traditions catholiques est devenue une nouvelle religion afro-cubaine qui reste populaire auprès des Cubains malgré des rites rigoureux, voire effrayants. Nous adorons les morts et croyons que tout autour de nous est habité par des esprits. On m'appelle Palero. Je suis un sorcier de Palo Monte et j'ai le droit de parler aux esprits. Pour ce rite, j'ai besoin d'entrer en transe pour pouvoir parler aux esprits et demander de l'aide pour mes clients. Avec quel problème on vient d'habitude chez vous? Ils sont très différents. Personnels, juridiques, de santé. Je peux faire tout. Le chaman commence son travail mystique en chuchotant, craquant avec un maraca d'instruments de musique et remplissant la pièce de fumée des cigares. Il semble perdre son emprise sur la réalité. Il tremble. C'est comme s'il allaitait. Après être entré en transe, le sorcier allume le symbole secret sur le plancher, sort les oiseaux à peine vivants du sac, les passe sur le corps du client et respirant fort et sifflant un cri de sort. Un autel et un crucifix, d'atroces animaux impayés et des crânes sont tout mélangés. Les émotions sont terribles. Pendant un instant, il semble que ce cauchemar n'est pas réel.
Le chaman fait symboliquement fumer le coq, puis soudainement lui coupe la gorge. Le même destin attend le pigeon. Le sorcier le tuera cruellement en l'égorgeant avec ses dents. Le sacrifice est une gratitude aux esprits pour leur aide. Il est évident que le sorcier ne joue pas. Il s'est poussé à la limite. Il est très fatigué, il expire et apparemment est satisfait de son travail, comme ses clients. Quel est votre nom? Sylvia. Dites-nous, s'il vous plaît, quel est votre problème? Pourquoi vous avez décidé de faire ce rituel? Je suis très maladive. Je vais demander aux esprits de la santé, du paix et du bonheur. J'ai observé les rites exécutés pour vous. Ils m'ont semblé un peu horrifiants. Qu'avez-vous senti en tant qu'héroïne principale de cet acte? Je les ai beaucoup aimés. Depuis ce matin, je me sens mal. Je me suis senti mieux pendant le rituel et maintenant, je suis très bien. Il y a des os humains parmi ces objets rituels. Le chaman n'a rien répondu à ma question concernant leur provenance et leur utilisation. On ne peut pas révéler les secrets des palomontes aux étrangers. D'après les rumeurs, Castro a une amulette magique fabriquée du sang desséché et de la langue broyée d'un sorcier africain. On dit que son invulnérabilité est assurée par cette amulette. Après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ces légendes ne semblent pas être une fiction absurde. Chacun m'estime d'être son père, c'est pourquoi je dois aider mes enfants initiés au culte Palomonte. Je peux délivrer mes enfants d'une mauvaise énergie et demander aux dieux de les protéger même contre la mort. Palomonte est une religion la plus puissante et cruelle des religions afro-cubaines. Les cultes afro-cubains religieux sont très populaires ici. Dans les rues des villes cubaines, on peut voir aussi les gens dans les habits blancs. Ce sont les adeptes d'une autre de ces religions, Santeria. Ils adorent leur dieu Orisha, qui vivent dans les pierres. On doit les apaiser pour qu'ils soient favorables. Tout d'abord, on doit sincèrement les vénérer. Deuxièmement, les nourrir avec des animaux sacrifiés. Samedi et les jours fériés, leurs adeptes se rassemblent dans leur maison de prière et dansent devant l'autel sous les rythmes des tambours rituels. C'est la soirée des gens qui professent Santeria. On m'a fait boire du rhum. On estime que l'alcool et les danses aident à communiquer avec leur dieu de pierre. Aujourd'hui, on célèbre le jour de l'autel où nous nous trouvons. Les dieux afro-cubains sont conciliés. Ce que nous voyons est vraiment choquant. Presque tous les Cubains sont chrétiens. Mais après la visite de l'Église catholique le matin, ils peuvent prendre part dans un rite de sacrifice ou boire l'heure du soirée rituelle pour établir le contact invisible avec les dieux de la religion afro-cubaine le soir. Il n'y a pas de confirmation officielle de la participation de Castro dans ces rites horribles, mais nombreux sont ceux qui y croient. Bien que la vie des Cubains n'est pas facile, on peut les envier à bien des égards. Ils habitent sur la plus belle île du bassin caribéen. Il y fait beau toute l'année. Malgré les prohibitions absurdes du système, ils arrivent à rester gais, être toujours positifs et ouverts. Les Cubains ont appris à aimer leur vie. Ils boivent du rhum et dansent. Ce peuple croit que bientôt la vie sur l'île de la Liberté sera différente. Nous allons voir le Cuba et les Cubains dans une semaine. Dans le prochain programme, Le Monde à l'envers va nous montrer la ville de La Havane où les anciens palais coloniaux sont transformés en appartements communaux. Regardez, beaucoup de choses rappellent le luxe passé. Même les banistères sont en marbre ici. Le pays où l'eau ne coule pas du robinet. On va voir comment les Cubains s'en sortent. Chacun tâche de remplir de la plus grande quantité d'eau les réservoirs installés sur le toit de chaque maison. Les étrangers n'ont rien à voir avec ces difficultés. On vous montrera les meilleurs bâtiments pour les touristes. Quel bel endroit! Merci beaucoup.
Pour boucler les fins de mois, les Cubains louent leur logement. Actuellement, on leur a permis d'ouvrir les restaurants à domicile. C'est dans le restaurant de ce type que nous avons mangé le plus grand hamburger sur cette île. Je vous jure, je n'ai pas vu de tel hamburger dans aucun pays du monde. Notre la plus exclusive trouvaille parmi les voitures cubaines, le Tchaïka personnel de Fidel, le cadeau de Brejnev. C'est un endroit pour les armes, car cette place était occupée exclusivement par un garde. Et le secret du leader cubain. Quand Castro avait 14 ans, il avait écrit une lettre au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Pour un petit moment, nous deviendrons de simples touristes pour goûter le meilleur mojito dans le bar préféré d'Ernest Hemingway. Il y a du sucre, de l'amande, du jus de citron et de l'eau minérale dans le verre. Nous allons voir comment tu avais vécu et où créer ses œuvres cet écrivain légendaire à Cuba. On a l'impression que le maître vient de sortir pour un petit moment. Vers la fin, il y aura un épisode exclusif. Nous allons assister aux noces riches et voir ce qu'on propose aux invités après une promenade dans un décapotable luxueux doré. Ce sont des pâtes, un peu de fromage, tout est mélangé avec de la mayonnaise. À la semaine prochaine, au revoir. Je vais mendier un autre bonbon à Sacha. J'ai tellement bavardé, le vent soufflait dans ma bouche et je dois chanter. Attention, ça va, je suis belle, sportive et membre du Komsomol, avec une jambe cassée, les bras aussi, mais tout est guéri comme chez un chien. Il existe une amoeba et une autre, un bacille. OK, je m'en souviendrai plus tard. Bon appétit. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.